Voici l'histoire d'un homme ordinaire, à première vue. Il renvoyait l'image d'un père de famille tout à fait normal. Un homme à la vie privée mystérieuse. Les policiers entendaient ce qui semblait être des claques ou des coups. Il avait des pratiques sexuelles particulières. Je m'engage à obéir à mon maître. Il peut utiliser mon corps comme bon lui semble. Jusqu'où pourrait-il aller pour protéger son secret inavouable? Il était à la fois juge et partie. J'étais convaincu qu'il se passait quelque chose de grave. Le conte de fées était terminé. Le comté de Johnson, dans l'État du Kansas, est une région prospère qui s'étend à l'ouest et au sud de Kansas City. Dans ce décor à première vue ordinaire, John Robinson, un entrepreneur de 41 ans, emménage à Overland Park, dans la banlieue de Kansas City. C'est une banlieue où résident des familles plutôt aisées. Les maisons sont luxueuses, modernes et clinquantes. Robinson achète une grande maison sur un terrain de 2 hectares pour vivre avec Nancy, sa femme, et leurs 4 enfants. La maison des Robinson était à gauche de la nôtre, sur Arapahoe Drive. J'avais le même âge que John Robinson Jr. Et il avait une sœur, Kim. Et les jumeaux s'appelaient Chris et Christy. C'étaient les jumeaux les plus mignons du monde. John était un père de famille ordinaire. Pour tous les gens du coin, c'était un homme brillant. Il était entraîneur de foot, il avait participé à la fondation d'une église presbytérienne dans son quartier. Il était connu en tant que chef scout dans le quartier d'Overland Park. C'était un homme assez robuste physiquement. Il avait les yeux bleus et le regard perçant. Il avait toujours un air assuré, comme s'il était à la fois juge et partie. Il dégageait quelque chose d'étrange. Il donnait toujours l'impression d'être en train de réfléchir, d'avoir une idée derrière la tête quand il vous parlait. Pour ses voisins, John Robinson est un battant qui a fondé plusieurs entreprises, dont HydroGrow, qui promeut une nouvelle technique pour faire pousser des légumes. Il apprenait aux gens à faire pousser des plantes directement dans l'eau, sans terre. C'était un bon vendeur. Robinson travaille d'arrache-pied pour envoyer l'image d'un homme d'affaires qui aide les autres. Au début des années 80, John a mis sur pied un programme qu'il a baptisé Kansas City Outreach. Selon ses dires, c'était un programme pour aider des jeunes mères célibataires à suivre des formations pour améliorer leur vie. Robinson trouve même un foyer accueillant à un orphelin, une petite fille dont la mère s'est suicidée. Pour son frère Don et son épouse Hélène, ce bébé est une réponse à leurs prières. Son frère et sa belle-sœur essayaient d'adopter un enfant depuis des années. John Robinson est arrivé chez eux avec un nouveau-né dans les bras. Les parents adoptifs ont organisé une grande fête au domicile des Robinson pour célébrer l'arrivée soudaine de cette petite fille adorable. Leur rêve venait de se réaliser. L'association caritative de John Robinson trouve un domicile et un travail à des jeunes femmes comme Lisa Stasi, 19 ans. C'est une jeune mère célibataire, un peu perdue et séparée de son mari. Lisa Stasi était une jeune femme qui vivait dans un quartier pauvre de Kansas City, dans le Missouri. Elle essayait de trouver un moyen de survivre pour elle et son bébé, Tiffany, qui avait environ 4 mois à l'époque. Lisa Stasi était une patiente du centre médical Truman. Ils lui ont présenté Robinson qui lui a dit « Jeune fille, vous êtes venue au bon endroit. On va vous aider à vous en sortir. » Robinson fait emménager Lisa et son bébé dans un motel avoisinant. C'était un progrès pour elle.
C'était un motel plutôt propre et bien tenu dans une région huppée du Kansas. C'était les meilleures conditions de vie qu'elle ait jamais connues. Lisa est heureuse de commencer une nouvelle vie. Ce qu'elle ignore, c'est que derrière sa bonne fortune se cache un secret beaucoup plus sombre. 3 jours après son emménagement, une proche de Lisa appelle le motel pour prendre des nouvelles de Lisa et de Tiffany. Quand sa belle-sœur a appelé le Rodway Inn le lendemain, on lui a dit que Lisa avait quitté les lieux et qu'elle était partie avec Tiffany, son bébé. Sa belle-sœur a commencé à s'inquiéter. Elle avait disparu. Personne ne savait où elle était. 1 ou 2 jours plus tard, elle a déclaré sa disparition à la police. Rien ne semblait indiquer qu'elle courait un danger imminent. Tout le monde était en train de se demander ce qui pouvait bien se passer. Le contrôleur judiciaire Stephen Ames passera les 15 prochaines années de sa vie à résoudre ce mystère. Quand on leur rapporte la disparition de quelqu'un, les policiers sont souvent sceptiques, parce que cette personne peut ne pas vouloir qu'on la trouve. À ce moment-là, rien ne permettait d'affirmer qu'elle avait vraiment disparu. Mais les proches de Lisa s'inquiètent pour elle et son bébé et craignent qu'il leur soit arrivé malheur. Jusqu'à la réception d'une certaine lettre. Dans cette lettre adressée à sa belle-mère, Lisa avait écrit « J'ai décidé de quitter Kansas City pour commencer une nouvelle vie avec Tiffany. Je dois prendre mes distances et prouver que je peux me débrouiller seule. » C'était bien sa signature sur la lettre. Ça ne faisait aucun doute. Lisa semble être partie de son plein gré, emmenant son bébé avec elle. Plusieurs semaines après la disparition de Lisa, la police clôt son enquête. Ce que la famille de Lisa ignore, c'est que quelqu'un d'autre s'intéresse à l'association à laquelle Lisa a demandé de l'aide. Anne Smith, une travailleuse sociale qui a présenté l'association à la jeune femme, vérifie les références de Robinson et fait une découverte étonnante. Il disait être affilié à une banque, mais cette banque n'avait jamais entendu parler de lui. Ils sont devenus suspicieux. La travailleuse sociale s'alarme plus encore quand elle se rend compte que ce pilier de la communauté a déjà été condamné et est encore sous contrôle judiciaire. Ils ont appelé le bureau d'application des peines et sont tombés sur moi. J'ai sorti son dossier. Il avait été condamné quelques années plus tôt dans le comté de Jackson, dans le Missouri, pour appropriation frauduleuse liée à un détournement de fonds dans la compagnie pétrolière dans laquelle il travaillait. D'après ce que je sais, il a détourné des fonds dans toutes les compagnies qui l'ont employé. Même sa propre entreprise, Hydrogro, n'est qu'une vaste arnaque. C'était un escroc et un arnaqueur de première. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Vu son casier judiciaire, Ames ne comprend pas ce qui a pu pousser un escroc comme Robinson à fonder une association pour aider les mères célibataires. J'étais fasciné. J'imaginais un escroc en col blanc, pas quelqu'un capable de faire du mal. Quel était son plan? Où était l'argent? Il décide d'avoir une entrevue avec John Robinson. Robinson se présente au bureau de Ames, très exactement à 13h. Il était bien habillé. Il n'avait pas du tout l'air menaçant. Il était plutôt affable. Ames interroge Robinson sur les finances de son programme. Quand je l'ai questionné sur son association, il a joué les victimes et m'a dit « Je suis un homme d'affaires qui cherche seulement à aider les autres, mais ça ne m'attire que des ennuis. » Ames l'interroge également sur son passé criminel. Bien sûr, Robinson lui a servi un discours bien huilé. Il avait commis quelques erreurs dans sa vie, mais il les avait réparées. Et il était juste un type bien, rien de plus. À chaque fois que j'ai eu une conversation avec John, il a essayé de m'arnaquer. Ames est sûr que Robinson lui ment. Mais il n'a aucun motif légal pour l'incarcérer et il est obligé de le laisser partir.
Steve Ames était sceptique. Et comme cela a été prouvé par la suite, il a été le premier à voir clair dans le jeu de Robinson. Mais Steve Ames lui-même n'imaginait pas la cruauté dont pouvait faire preuve Robinson et l'étendue de ses crimes. Pour ses voisins, John Robinson est une sorte de héros local. Entrepreneur couronné de succès, c'est un membre fondateur de l'église locale et un philanthrope. L'association de Robinson, appelée Kansas City Outreach, aide les jeunes mères célibataires à trouver un toit et un travail. Robinson avait été élu homme de l'année pour ses initiatives philanthropiques. Il était perçu comme un citoyen dévoué dans le comté de Johnson. Mais John Robinson est en fait un escroc qui a été condamné pour fraude. Il y avait clairement quelque chose de louche derrière tout ça. Faire la lumière sur cette affaire est devenu mon objectif. Le contrôleur judiciaire Stephen Ames est convaincu que Robinson continue ses arnaques. Et il est déterminé à le renvoyer en prison. John était en liberté conditionnelle. Il devait respecter certaines règles. Si jamais il ne les respectait pas, il pouvait se retrouver en prison. Ames a essayé de révoquer sa libération conditionnelle pour différentes raisons, mais il a d'abord échoué. Mais après 2 ans et demi d'investigation sur le passé de Robinson, la chance de Ames tourne enfin. Robinson est arrêté en possession d'une arme à feu. Il avait enfreint les termes de sa conditionnelle et a été condamné à 7 ans de prison. Quand il est incarcéré à nouveau, tout le quartier ne parle que de son passé trouble. J'avais 17 ans à l'époque. Je me souviens que je prenais le bus scolaire en même temps que Kim et John Jr. Ils avaient le visage fermé. Ils ne disaient pas un mot. Ils étaient devenus la risée de tout le lycée, parce que leur père était en prison. Nancy, la femme de John, décroche un poste d'infirmière. Elle travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille et soutient son mari incarcéré. John Robinson était un prisonnier modèle. Il se tenait à carreau, il était poli avec les gardes. Il renvoyait l'image d'un homme qui n'avait rien à faire en prison. Alors qu'il purge sa peine à la prison du Missouri occidental, Robinson se lie d'amitié avec le médecin de la prison, le docteur William Bonner. Il était très gentil avec moi parce qu'il pensait que j'allais lui réserver un traitement particulier. Mais je traite tous les détenus exactement de la même manière. Je ne fais pas de favoritisme. Il rencontre également la femme du docteur Bonner, Beverly, qui était la bibliothécaire de la prison. Beverly était une personne sociable et avenante. Elle était très aimante et très attentionnée. C'était une très belle femme. Elle trouve un travail à Robinson dans la bibliothèque de la prison et ils deviennent rapidement amis. Au cours de l'année suivante, Beverly et John Robinson passent de plus en plus de temps ensemble à la bibliothèque. Des rumeurs commencent à circuler à leur sujet. Plusieurs détenus sont venus me voir et m'ont dit « Docteur, il faut que vous sachiez qu'il se passe quelque chose à la bibliothèque. » Et ils insinuaient que John Robinson et ma femme avaient des rapports sexuels dans la bibliothèque. Ça m'a fait un choc, vous savez. Le docteur Bonner ne se doute absolument pas que Beverly et Robinson font des projets ensemble. Il lui a dit qu'il lui offrirait un poste dans l'une de ses entreprises appelée Hydrogro, qu'elle pourrait faire du marketing, de l'informatique et qu'elle serait amenée à voyager. Le médecin est sidéré par ce que lui annonce sa femme. Elle m'a dit que nous n'étions pas compatibles et qu'elle voulait qu'on se sépare. Ils ont signé un contrat de divorce dans lequel le docteur Bonner s'engageait à verser tous les mois $1000 à sa femme. Le divorce prend effet peu de temps après la libération de John Robinson, au printemps 1993. Beverly Bonner déménage dans le Kansas et place purement et simplement son destin entre les mains de John Robinson.
Beverly ne donne aucune nouvelle jusqu'à l'année suivante, quand ses proches reçoivent une lettre de vœux pour Noël, envoyée depuis l'Europe. Elle leur racontait ses voyages à l'étranger et la vie trépidante qu'elle menait en tant qu'employée de John Robinson. J'ai reçu une lettre qu'elle m'avait écrite et qui avait été envoyée depuis l'Europe. C'était une lettre tapée à la machine, mais il y avait une signature, Bev, écrite à la main. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je m'étais déjà remarié. Barbara Sandre, 47 ans, vit en Angleterre quand son tout premier petit ami la recontacte inopinément. Elle avait 16 ans et lui 18 quand ils se sont rencontrés 30 ans plus tôt. Son nom, John Robinson. Ça m'a fait plaisir, bien sûr. J'étais contente et plutôt flattée. Mes parents l'appréciaient, ils me chantaient ses louanges. C'est un jeune homme charmant. C'était un homme très gentil. Il était à la fois drôle et perspicace. J'avais toujours eu le béguin pour lui. Je lui ai répondu, et une semaine après, j'ai reçu de nouvelles lettres. Leur correspondance devient rapidement enflammée. Barbara n'a jamais oublié John. J'étais plus âgée, mais j'éprouvais toujours une sorte d'attachement envers lui. J'étais encore amoureuse. Au cours des mois suivants, ils se rencontrent dans plusieurs villes. Barbara est traductrice et voyage en Europe pour son travail. John finit par lui parler de sa propre activité. Il travaillait pour le gouvernement. Je ne comprenais pas bien ce qu'il faisait exactement, et il disait qu'il ne pouvait pas m'en parler. John lui révèle que s'il ne peut pas lui en dire plus, c'est parce qu'il travaille pour la CIA et il a besoin que Barbara lui rende un service. Il m'a demandé s'il pouvait m'envoyer des enveloppes que je devais affranchir avant de les renvoyer. J'ai accepté. J'ai posté plusieurs lettres depuis la France et quelques-unes depuis la Suisse, je crois. Je n'ai jamais prêté attention à l'adresse ni au contenu des lettres. Au cours de l'année suivante, Barbara continue de poster des lettres pour son espion d'amant. Mais elle ne le voit que rarement. À cause de la distance, je ne savais pas si j'étais amoureuse. La seule chose que je pouvais faire à ce stade, c'était attendre. Ce que Barbara ignore, c'est que John Robinson est marié depuis 30 ans et vit toujours avec sa femme. Nancy Robinson était une femme admirable. Elle faisait très jeune pour son âge. Nancy Robinson, la femme de John, était très fidèle à son mari. Elle est restée à ses côtés malgré des circonstances difficiles. Alors que John Robinson était en prison, Nancy a dû vendre leur grande maison de banlieue. Maintenant que leurs 4 enfants sont adultes et mariés, le couple emménage dans un petit mobil-home et garde souvent leurs petits-enfants. À première vue, c'était une famille tout à fait ordinaire. Tout le monde les appréciait. Ils décoraient leur maison pour Noël chaque année. Il aimait bien se mettre en avant et endosser le rôle du Père Noël. Il enfilait un costume avec un faux ventre et sortait déguisé. Et tout le quartier adorait ça. Ce que sa famille et ses voisins ignorent, c'est que John Robinson a une passion un peu particulière à laquelle il s'adonne sur Internet. Il a commencé à s'intéresser à des pratiques sexuelles étranges. Sur Internet, son pseudonyme était Dominateur. Il avait perfectionné sa technique pour recruter des jeunes femmes rencontrées sur Internet. Il était devenu très doué. On a commencé à comprendre que Robinson était adepte du SM, les relations sadomasochistes. Dans la banlieue de Kansas City, John Robinson ne mène pas une, mais plusieurs vies secrètes. À cette époque, John Robinson avait des centres d'intérêt très variés. C'était à la fois un père de famille, un mari, un grand-père, mais il entretenait aussi des relations avec le monde du sexe sadomasochiste. Pendant la journée, alors que Nancy, sa femme, était au travail, il s'adonnait à des activités et à des relations de type BDSM.
BDSM signifie bondage, discipline et sadomasochisme. Fouet, chaîne et pince à seins. Robinson adore les jouets sexuels qui allient souffrance et plaisir. Chaque jour, il envoie sa photo sous le pseudonyme de Dominateur à des femmes qu'il rencontre sur Internet et qui partagent sa passion pour les pratiques BDSM. Ces emails débouchent souvent sur des rencontres réelles. Il parcourait des kilomètres en voiture. Il donnait rendez-vous à des femmes dans des motels et avait des relations sexuelles sadomasochistes avec elles. Il endossait le rôle du dominant et ses partenaires lui étaient soumises. Il y consacrait beaucoup de temps. Suzette Trouten, 27 ans, infirmière à domicile qui vit dans le Michigan, est l'une de ces femmes soumises. John Robinson et Suzette s'étaient rencontrés sur une chatroom sur Internet. Elle était adepte des pratiques sexuelles extrêmes. Elle correspondait parfaitement aux attentes de Robinson. Suite à leur rencontre sur Internet, il a réussi à l'attirer au Kansas en lui promettant du travail, des voyages et de l'argent. Il lui a demandé de venir à Kansas City pour s'occuper de son père qui était très âgé. Son salaire de départ avait été fixé à 65 000 $ par an, il me semble. Il devait payer ses études et lui fournir une voiture. C'était une proposition en or pour Suzette. Quand Suzette accepte l'offre de Robinson, Caroline, sa mère, est déçue d'apprendre que sa fille cadette va déménager à 1200 km de chez elle. Suzette était très proche de sa mère, Caroline. Son déménagement à Kansas City représentait un changement radical pour les deux femmes. Ignorant tout de ses pratiques sadomasochistes, Barbara Sandre attend plus de sa relation avec Robinson que des lettres, des coups de fil et de rares rencontres. Elle vit mal cette relation longue distance. Il m'a dit que si je venais à Kansas City, on pourrait se voir plus souvent. On en était venus à la même conclusion tous les deux. C'était le moment ou jamais. Barbara quitte l'Angleterre et emménage dans un duplex à Kansas City. Robinson lui rend visite quand il peut, sans jamais lui révéler qu'il vit avec sa femme à 10 minutes de chez elle. À chaque fois qu'il venait me voir, il me faisait sentir que j'étais importante pour lui. John était quelqu'un de spontané, un amant drôle et affectueux. Mais il n'avait jamais le temps de passer la nuit chez moi. Il devait toujours partir en voyage d'affaires. Il avait toujours un avion à prendre. Mais ça ne me dérangeait pas vraiment. Quand on a vécu une relation à distance pendant 25 ans avec quelqu'un, on s'y habitue tellement que ce qui peut sembler étrange aux autres vous semble tout à fait normal. À l'insu de Barbara, Robinson s'est arrangé pour qu'une autre de ses petites amies vienne s'installer à Kansas City. Il trouve un appartement à Suzette Trouten, l'infirmière à domicile. À 5 minutes de chez lui. Elle est impatiente de commencer le nouvel emploi qu'il lui a promis. Elle est censée s'occuper de son père lors d'une croisière autour du monde. Elle a emménagé le jour de la Saint-Valentin. Elle avait chargé tout ce qu'elle possédait dans une camionnette et avait emmené ses deux Pékinois avec elle, Pekka et Harry, qu'elle appelait ses enfants. D'après sa famille, Suzette considérait ses chiens comme ses enfants. Elle emmenait Pekka et Harry partout avec elle. Robinson installe Suzette dans une chambre de motel à Lexena. Comme le motel n'accepte pas les chiens, il les confie à un chenil, le Ridgeview Animal Hospital. Cette décision n'enchante pas Suzette, mais elle fait confiance à son maître dominateur. Suzette avait signé une sorte d'accord par écrit avec John Robinson, dans lequel elle acceptait d'être sa soumise. Suzette a signé un bout de papier appelé « contrat d'esclavage », qui conférait à Robinson un contrôle total sur tous les aspects de sa vie. Je vais vous lire des extraits de ce contrat. Je m'engage à obéir à mon maître et à ne jamais discuter ses demandes ni ses ordres. Il peut utiliser mon corps comme bon lui semble. Dans le Michigan, la mère de Suzette n'a aucune idée de la nature sordide des rapports que sa fille entretient avec John Robinson.
Après avoir emménagé à Kansas City, Suzette est restée en contact avec sa mère. Elle lui envoyait des emails et l'appelait très souvent. Mais autour du 1er mars de l'an 2000, elle a cessé tout contact. Suzette n'a plus donné de nouvelles. Elle n'appelait plus et ne donnait aucun signe de vie. Sa mère, Caroline, a commencé à s'inquiéter. Caroline a appelé le commissariat et a dit aux policiers que ce n'était pas normal que sa fille ne l'appelle plus, que ça ne lui ressemblait pas. On sentait qu'elle redoutait qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Et pour la première fois, la police a ouvert une enquête approfondie sur John Robinson. En cas de disparition, on commence en général par interroger les voisins et les proches. Mais on a opté pour une approche plus discrète. Pour ne pas éveiller ses soupçons, Brown commence par étudier l'emploi du temps de Robinson le jour de la disparition de Suzette. Il découvre que Robinson a effectué 2 paiements. Un premier pour la chambre de motel de Suzette et un autre au chenil Ridgeview. Le 1er mars, le jour de la disparition de Suzette, ces 2 chiens étaient encore au chenil. John Robinson a récupéré les chiens et a réglé la facture. La police compte retrouver les 2 chiens dans l'espoir qu'ils les mènent à Suzette. On a appelé plusieurs refuges pour animaux et on a retrouvé la trace des 2 chiens. La famille de Suzette nous avait dit que si jamais on retrouvait ces chiens, ça voulait dire qu'elle était morte, parce qu'elle ne faisait rien sans eux. John Robinson a engagé Suzette Troughton comme infirmière pour accompagner son père lors d'une croisière autour du monde. Mais Suzette a maintenant disparu. Sa mère a contacté la police qui ne trouve aucune trace de la jeune femme. La police était en contact avec sa mère, Caroline, qui passait des coups de fil à John Robinson pour savoir s'il avait des informations au sujet de sa fille. La mère paniquée a appelé l'employeur de sa fille, John Robinson, mais il est resté très évasif. Les policiers de l'Ennexa se sont arrangés avec Caroline pour qu'elle enregistre ses conversations téléphoniques avec John Robinson. We haven't heard anything in a couple weeks, and I'm really getting nervous. Oh, don't, you know, I wouldn't get nervous. Caroline dit à Robinson qu'elle a reçu un mystérieux colis, sans aucun mot ni adresse de l'expéditeur. Il contient une poupée souvenir. What kind of doll are we talking about? Well, she's a Hawaiian doll. That's why I thought maybe that she got back. Oh, no. From what I understand, they're not coming back. They're going to sail around the world. Oh, I wouldn't, I really wouldn't worry about it too much. I'm sure that when they hit the next place, they'll send us a card or call us or email us or something. Mais ce coup de téléphone ne leur fournit aucune piste. La police découvre même que le père de John Robinson est décédé depuis plusieurs années. Le travail qu'il a proposé à Suzette n'était qu'une escroquerie de plus. Quand elle reçoit une lettre suspecte signée de la main de sa fille, Caroline est alors convaincue qu'il est arrivé quelque chose de grave à Suzette. Elle m'a expliqué qu'elle avait reçu une lettre qui avait bien été signée de la main de Suzette, mais que ce qui était écrit ne collait pas avec sa manière de s'exprimer. Sa famille n'y croyait pas. Ça commençait à prendre une tournure inquiétante. Les policiers sont maintenant au courant du penchant de John Robinson pour les pratiques sadomasochistes. Ils sont d'autant plus inquiets quand ils découvrent que John Robinson a attiré une autre jeune femme au motel où logeait Suzette à sa disparition. On avait loué la chambre à côté de la sienne pour pouvoir écouter ce qu'il se passait. On était inquiets pour la jeune femme que John devait retrouver. De toute évidence, il s'adonnait à des pratiques sadomasochistes. Les policiers entendaient ce qui semblait être des claques ou des coups. C'était très éprouvant pour les nerfs. On avait peur qu'il blesse quelqu'un ou qu'il commette un autre crime pendant qu'on le surveillait. Ils étaient inquiets et se demandaient s'ils devaient intervenir ou non.
Mais comme les pratiques BDSM ne sont pas interdites par la loi, il ne pouvait rien faire à ce moment-là. Il n'avait aucun recours légal. La police file Robinson jusqu'à un autre lieu. Le duplex de Barbara Sandre. 10 mois plus tôt, Barbara a quitté l'Angleterre pour se rapprocher de l'amour de sa vie, John Robinson. Il lui a promis qu'ils seraient tout le temps ensemble quand il aura quitté la CIA pour prendre sa retraite. On parlait souvent de ce qu'on allait faire une fois qu'il aurait pris sa retraite et quitté son travail qui lui prenait tout son temps. Il voulait qu'on parte s'installer au Canada. Il pensait que c'était l'endroit idéal pour lui. Il décide que Barbara ira au Canada avant lui et qu'il la rejoindra à Toronto dans les semaines à venir. Le jour du déménagement, Barbara prend la route dès l'aube pour échapper à la chaleur. Je suis partie de chez moi à 7 heures du matin. J'étais aux alentours de Saint-Louis quand il m'a appelé pour me demander où j'étais. Je lui ai répondu que j'étais à Saint-Louis et il m'a dit « Je t'avais dit de rester chez toi jusqu'à 11 heures. » Il était en colère que je sois partie. Barbara découvrira bientôt qu'elle a bien fait de partir en avance. Cela fait maintenant 8 semaines que les policiers surveillent Robinson, qu'ils soupçonnent d'être impliqué dans la disparition de Suzette Troughton. Ils ne l'ont rien vu faire d'illégal et ne peuvent pas l'arrêter. Mais la chance finit enfin par leur sourire. Un jour, une femme dont les policiers n'avaient jamais entendu parler jusque-là est venue porter plainte contre un homme qui lui avait volé quelque chose. L'individu en question était John Robinson. Cette femme affirmait qu'il lui avait dérobé des jouets sexuels. Grâce à cette plainte, les policiers ont enfin un motif pour procéder à l'arrestation de John. Ils ont encerclé sa maison parce qu'ils savaient qu'il était chez lui. Ils ont frappé à la porte, il leur a ouvert et ils lui ont passé les menottes. Il leur a bien sûr demandé ce qu'il lui reprochait. Il a fait l'étonné et afin de ne pas comprendre ce qui lui arrivait. Quand les policiers interpellent John Robinson à son domicile, ils saisissent les ordinateurs pour essayer de trouver des indices sur la disparition de Suzette Troughton. Le mandat de perquisition les autorisait à fouiller la maison de Robinson, mais aussi une ferme située à 1 heure de route où il emmenait des gens pêcher et où il passait du temps le week-end. Sa ferme dans le comté de Lynn était un endroit reclus. On s'est rendu sur place. Son terrain était très étendu. La ferme était en piteux état. Il y avait des carcasses de voitures sur son terrain, une petite cabane, des ordures, des bidons et toutes sortes de déchets. Ce n'est que vers midi qu'on a trouvé quelque chose. La police s'intéresse à 2 barils jaunes situés à côté de la cabane. On a fait tomber un des barils en voulant le déplacer. Quand on l'a relevé, on a vu un liquide rouge couler depuis le couvercle. Comme le baril était jaune, la coulée rouge se distinguait bien. Je me souviens que l'un de mes collègues a dit que c'était de l'antigel ou du liquide de frein. À peine avait-il dit ça qu'une mouche est venue se poser sur la coulée rouge. Ce n'était donc pas du liquide pour voiture. Quand ils ont ouvert le baril et soulevé le couvercle, on s'est approché pour voir. Le technicien de la police scientifique n'a soulevé le couvercle que quelques secondes avant de le refermer. Le baril contenait ce qui s'est avéré être le cadavre de Suzette. Elle avait le dos dirigé vers le haut. Le baril contenait beaucoup de liquide parce que son corps était dans un état de décomposition avancé. La scène est horrifique. Les policiers découvrent ensuite un 2e corps non identifié dans un autre baril. Les crânes des 2 victimes ont été écrasés à coups de marteau par un homme que la police soupçonne maintenant d'être un tueur en série. Après avoir découvert 2 barils contenant des cadavres dans une ferme appartenant à John Robinson, les policiers craignent pour la sécurité de toutes les femmes qui ont été en contact avec lui.
dont Lisa Stasi et son bébé Tiffany, qui ont disparu en 1985. Je n'ai jamais cessé de penser à cette affaire. J'ai continué à contacter la famille de Lisa pendant plusieurs années pour leur demander s'ils avaient eu de ses nouvelles. Ils n'ont aucune nouvelle. La police continue à fouiller la propriété de Robinson et le cauchemar continue. Le lundi matin, on a envoyé des policiers à Raymore, dans le Missouri, où John possédait un box. Ils ont coupé le cadenas avec une pince Monseigneur et ils ont commencé à vider le contenu du box, qui était assez grand. Ils ont progressé petit à petit jusqu'à atteindre le fond du box. Puis, ils ont senti une odeur pestilentielle, l'odeur d'un corps en putréfaction. Au fond du box, ils ont trouvé 3 barils enroulés dans du plastique. Ils ont soulevé le couvercle du premier baril et ils ont découvert le cadavre d'une autre femme. Le corps devait être là depuis assez longtemps. L'odeur qui émanait du baril était abominable. Robinson avait répandu de la litière pour chat sur le sol, sous les 3 barils, pour essayer de masquer l'odeur au maximum. Il nous a fallu 3 semaines pour identifier les corps. L'un de ces cadavres était celui de Beverly Bonheur. La police découvre que les chèques de la pension alimentaire que touchait Beverly Bonheur étaient encaissés depuis presque 2 ans, non par elle-même, mais par John Robinson. Il trouve également une lettre avec sa signature qui explique comment ces crimes ont pu passer inaperçus pendant aussi longtemps. Avant de tuer une de ses victimes, John Robinson lui faisait signer une feuille de papier vierge. Une fois qu'elle était portée disparue, il tapait une lettre à la machine sur la feuille qu'elle avait signée. Il envoyait ensuite cette lettre à ses proches pour les rassurer et pour éviter qu'ils ne se posent trop de questions sur ce qui lui était arrivé. La police découvre les copies de lettres que Robinson a envoyées aux familles de 5 femmes différentes, dont celle que Barbara Sandre a envoyée depuis l'Europe. À Toronto, Barbara Sandre attend toujours que John Robinson la rejoigne. Elle ignore qu'il a été arrêté et qu'on le soupçonne d'être un tueur en série. Le téléphone a sonné. C'était un policier. Il m'a demandé si je connaissais John Robinson et j'ai dit oui. Il m'a dit « Regardez les infos. Ils vous expliqueront mieux que moi. » A suspected serial killer is being held on $5 million bond today. The victims, all women, found in barrels. Le policier m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance de partir plus tôt que prévu, parce que j'aurais pu finir dans un baril, moi aussi. Quand vous vous rendez compte que quelqu'un vous a menti sur toute la ligne, tous les sentiments que vous éprouviez pour cette personne disparaissent. Le conte de fées était terminé. C'était fini. Les enquêteurs parviennent à imputer la mort de 9 femmes à Robinson. Parmi elles, Lisa Stasi, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Au moment où Lisa Stasi avait disparu sans laisser de traces, qu'était-il arrivé à son bébé, Tiffany Stasi, qui avait disparu en même temps que sa mère? La police découvre avec stupéfaction que Tiffany, la fille de Lisa, est toujours vivante. En recoupant les indices, la police a découvert que Robinson avait monté une fausse procédure d'adoption et avait vendu le bébé à son frère et à sa belle-sœur qui tentaient d'adopter un enfant depuis des années. John Robinson a confié Tiffany, la fille de Lisa Stasi, à son frère contre la somme de $5 500, peu après avoir assassiné sa mère. Je me souviens d'une photographie qui faisait froid dans le dos, sur laquelle on pouvait voir John Robinson avec Tiffany sur ses genoux, entouré de toute sa famille, en train de se réjouir de cette adoption.
Quand cette photo a été prise, le cadavre de Lisa était encore chaud. J'ai de la peine pour Tiffany, qui subit encore les conséquences de cette histoire. Je n'aime pas en parler. Mais j'ai aussi de la compassion pour la famille de John. Son frère n'avait aucune idée de ce que John avait fait. Jugé au Kansas, John Robinson plaide non coupable pour le meurtre de 3 femmes, dont Lisa Stasi et Suzette Trouten. 32 jours plus tard, le jury le reconnaît coupable d'homicide volontaire. Pour éviter un second procès dans le Missouri, il reconnaît le meurtre de 5 autres femmes, dont Beverly Bonner. John Robinson n'a pas d'âme. C'est un tueur sociopathe. Avant de devenir un tueur, c'était un escroc et un charlatan. C'est un cas unique. Je ne connais aucun autre tueur en série qui s'est comporté comme lui l'a fait. Si on avait réussi à rassembler les pièces du puzzle, ces femmes seraient encore en vie. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a peut-être eu d'autres victimes. C'est tout à fait possible. Ça aurait pu tomber sur moi. On ne connaît pas vraiment ses voisins. Ils peuvent très bien travailler le jour et tuer des gens la nuit. C'est ce que font les tueurs en série.